Allez, je commence par ma biblio, comme ça sera fait, puis on saura de quoi on parle. Des questions jusque-là? C'était clair? Ouais, l'introduction, je suis toujours très clair, c'est après que ça merde. Donc, euh, comme je vous disais, donc je suis auteur, j'étais illustrateur de mes premiers livres. Depuis, j'ai un petit peu arrêté. D'ailleurs, il m'en manque. J'ai un peu arrêté l'illustration. C'est pas grave. Je travaille aussi dans une compagnie de spectacle jeune public qui s'appelle la Compagnie Badabule. Donc, je suis aussi musicien, chanteur, je suis comédien aussi. Donc, on fait du théâtre depuis très longtemps. C'est comme ça que j'en suis venu à écrire du théâtre pour la jeunesse. Et puis, je fais ça à peu près depuis une quinzaine d'années, puisque voilà, mon tout premier livre, collector, il est comme moi, il est complètement épuisé, qui avait reçu le prix littérature à jeunesse en 2004. Donc c'était un prix de salon du livre qui non, le prix c'était pas de l'argent, mais c'était de voir son premier livre, le premier texte édité en fait en livre. C'était pour mettre un premier pas dans le monde de la littérature jeunesse. C'est un tout petit pas hein, parce que quand on a eu un prix, qu'on a un livre qui sort, on se dit ouais, c'est bon, on est du bon côté des tables pour les dédicaces. Et puis après tout reste à faire quand même. En fait, à chaque livre tout reste à faire. Et ça c'est un album donc à partir du CEP, hein, première lecture, qui s'appelle Sam et l'hippopotame, et où j'ai fait le texte et les illustrations, là, qui sont à la peinture acrylique. Voilà, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Sam et d'un hippopotame, comme le. Je suis fort en titre, hein, c'est pour ça que c'est. Euh, donc ce petit garçon qui rencontre un hippopotame alors qu'il va à l'école tranquillement le matin et cet hippopotame a très très faim et il dit je vais te manger, j'ai très faim, etc. Et il dit je suis trop petit, le petit garçon, tu m'auras à peine avalé que tu m'auras digéré, mais si tu veux vraiment remplir ton ventre, suis-moi. Alors du coup le petit Sam il emmène l'hippopotame dans un potager, l'hippopotame mange tout. Après, il l'emmène vers une mare, il boit complètement la mare, comme on le fait avec une paille dans le fond d'un verre, il n'en laissa pas une goutte ni même un poisson. Mais l'hippopotame avait encore faim, il se releva et avala un arbre, puis deux, puis trois, puis la forêt entière. Plus il mangeait, plus il grossissait, et plus il grossissait, plus il avait faim. Voilà, c'est vraiment le conte typique de la dévoration, comme on dit, où on voit cet hippopotame qui mange tout, qui dévore tout ce qu'il y a autour de lui, le paysage, et qui grossit de plus en plus jusqu'à devenir grand comme un immeuble de 5 étages et puis grand comme un pays entier et jusqu'au moment où alors il but les océans, mangea les continents jusqu'au moment où se dressant péniblement sur ses pattes arrière il réussit à atteindre la lune qu'il croqua comme un simple croissant, puis en une seule bouchée Sam vit disparaître la terre entière où jadis il avait vécu. Et voilà, c'est fini, tout le monde meurt à la fin. J'aime bien le faire en maternelle celui-là. Et ma maman, elle est morte aussi, tout le monde est mort. Non, ça s'arrête pas là. J'aurais aimé, mais l'éditeur il m'a dit non, déconne pas, continue quoi. J'ai dit d'accord, tu l'auras voulu. Enfin vint le tour des étoiles, des comètes et des autres planètes que l'hippopotame broya comme de simples bonbons. Enfin, l'énorme glouton avala le soleil. Une nuit définitive s'installa dans la galaxie. Toujours affamé, il attrapa un coin de l'espace et engloutit l'univers en une heure à peine. Il ne restait rien, rien de rien, qu'un énorme hippopotame bleu d'une taille infinie et sur lui un tout petit enfant. Quel suspense! Donc le petit garçon, il reste plus rien, hein, c'est le néant. Hein, c'est donc un conte de dévoration et métaphysique, s'il vous plaît. Quand c'est notre premier livre, on met tout dedans. Hein, on se dit, on en fera peut-être qu'un. Je balance tout, voilà, je mets tout ce que j'ai appris dans ma vie. Et donc le petit gamin, il marche comme ça, alors il n'y a plus rien, et il dit tu peux me manger maintenant, je vais quand même pas rester tout seul ici. Et d'un seul coup, une voix énorme venue du plus profond du néant, il reste plus rien, lui répond je n'en peux plus, je n'ai plus faim. Ah mais fais un effort, tu m'auras à peine avalé que tu m'auras déjà digéré, je suis tellement petit. Alors l'hippopotame, il fait un effort, il l'avale, et l'enfant, il tombe dans un trou béant, et tout au fond, il voit une petite lumière, c'est le soleil. Et puis il tombe encore et reconnut les planètes, les étoiles et les comètes que l'hippopotame avait avalées. Au loin, il vit la Terre et il lui tombait droit dessus. C'est une histoire, c'est pas pour de vrai. Hein. Il frôla la lune, traversa les nuages et atterrit dans une immense meule de foin tout près de son village. Sam n'eut rien de cassé, ce qui semble assez étonnant après une chute pareille. Il se remit alors sur pied et regarda le ciel. Tout était bien en place. Même l'espée de Douai. Faut vous dire le bol.
Soudain, une cloche retentit, c'était la cloche de son école. Il se mit à courir, car cette fois, il était vraiment en retard. Ça, c'est des restes de ma jeunesse. Sam eut juste le temps de s'installer discrètement dans le fond de la classe. Interrogation, dit la maîtresse. Oui, je fais bien l'hippopotame, mais je fais mieux la maîtresse. Interrogation, dit la maîtresse. Prenez une feuille et dessinez l'univers avec toutes les planètes que vous connaissez, Mars, Vénus, Pluton, etc. Les enfants se jetèrent sur leur crayon de couleur et commencèrent à dessiner. Sam, quant à lui, ne sortit qu'un seul crayon, celui de couleur. Bien, vous avez suivi. Et voilà Sam ce qu'il fait à la fin. Voilà, il dessine l'univers. Hein. Donc il se tape un zéro, donc c'est très bien pour vous en tant qu'enseignant, tu vois, c'est un bon modèle, c'est parfait. Et il y a une petite phrase à la fin qui dit quand même « Ne t'en fais pas Sam, un jour les hommes sauront que l'univers est en réalité un énorme hippopotame bleu qui tourne sur lui-même. » Et voilà. Ça méritait un prix, non ? Ouais, moi je trouve aussi. C'est une théorie scientifique que je suis le seul à défendre avec les frères Bogdanov. On est trois et on tient le coup. Donc voilà, ça c'était mon premier livre, donc un album où j'avais fait le texte et les illustrations. Tiens, on va le mettre là comme ça, ça se verra. Après, je me suis complètement diversifié au fur et à mesure des années. Pour une raison qui m'a échappé au départ hein, et qui n'était pas très, on va dire commercialement parlant, intéressante, parce que quand on est auteur jeunesse, les gens ils aiment bien qu'on soit identifié album, soit illustrateur, soit auteur, roman ou BD, etc. Et vous allez voir, j'ai tout fait, du coup. Mais j'ai tout fait parce que j'ai utilisé la littérature jeunesse, en tous les cas le genre, comme un outil, véritablement. C'est-à-dire que j'avais des histoires, et j'avais aussi la compétence de le faire, j'imagine. Enfin, je ne le pensais pas au départ. Mais j'avais une histoire, et je me suis dit, j'ai pas commencé par me dire, c'est pour quel âge bon, il faut que je refasse un album, etc. Non, j'avais une histoire, je me suis dit, quelle est la forme qui sera la plus adaptée pour vraiment en sortir ce que j'ai envie de faire et c'est là que je suis parti dans différentes choses. Mon deuxième livre, malheureusement, je ne l'ai pas là. Je l'ai oublié, c'est un roman qui s'appelle Le Vieillard qui jouait encore. J'avais fait les illustrations aussi en noir et blanc dedans, qui était édité chez le même éditeur, qui n'existe plus maintenant. Et c'est donc un roman, l'histoire d'un petit garçon, c'est une vraie fausse autobiographie, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Grégoire, comme moi, et qui rencontre un vieillard qui s'appelle Alphonse. Et ce vieillard, il est extraordinaire parce qu'il joue tout le temps, sans s'arrêter, mais c'est-à-dire sans manger, sans dormir, sans se brosser les dents, sans aller aux toilettes, parce qu'il a découvert le secret que tous les enfants rêveraient de connaître, le moyen de jouer tout le temps sans jamais s'arrêter. Voilà, c'est le pitch. Et du coup, c'est quand même un livre un peu social, c'est-à-dire que c'est ce vieillard qui adorait des enfants, il est mis à l'écart des adultes qui rentrent pas dans ce jeu-là, qui n'y croient pas une seconde, et du coup, il va finir dans un hôpital psychiatrique. Il va être vraiment mis à l'écart et les enfants, le groupe d'enfants vont finir par kidnapper le vieillard pour l'emmener à la mer parce qu'il n'avait jamais vu la mer, etc. Mais on apprend au milieu du livre le secret du vieillard puisque c'est ancré dans le réel, mais il y a un côté fantastique où il explique comment il fait pour pouvoir jouer tout le temps sans jamais s'arrêter. Mais ça, je ne peux pas vous le révéler parce que sinon, c'est vraiment anti-commercial total. Mais c'est page 92, si je me souviens bien. Vous n'êtes pas obligé. Il faut le retrouver dans une bibliothèque, dans une médiathèque, quelque chose comme ça, hop, pour le trouver parce qu'il n'est plus disponible non plus. Voilà, le deuxième c'était un roman, je ne peux pas vous le montrer. Et après, on part là-dessus. Ogrus, histoire à digérer. Alors encore autre chose, à partir de ce livre-là, j'ai arrêté les illustrations. Bon, on pourra en reparler après, mais du coup, les illustrations, c'est énormément de travail, c'est énormément de temps. Et du coup, comme je vous le disais, comme je suis aussi, je travaille dans une compagnie, etc. Je fais tous ces métiers pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire mes commissions. C'est un petit peu le concept, même si ça reste tout dans le jeune public. J'ai dû arrêter certaines choses, mais sans peine. Hein, c'est pas très grave. Il y a des gens qui sont très très doués et il faut leur laisser de la place. Ogrus, histoire à digérer. Alors ça, c'est un recueil de contes d'ogres qui parle en fait, de nous, les hommes, dans tout ce qu'on a de vorace, de stupide, d'idiot. Alors c'est très saignant, c'est très humour noir, ça pisse le sang entre toutes les pages, et ça a été sélectionné par l'Éducation nationale, malgré tout, ce qui est une belle
Un beau cadeau. Du coup, livre conseillé pour les sixièmes, c'était. Et je crois que du coup, les nouveaux manuels scolaires, il y a des extraits d'Ogrus qui sont dans certains manuels scolaires, les nouveaux. Ils sont sortis cette année, je ne sais pas. Oui, si. Ces nouveaux manuels? Pas encore? Vous savez pas? Oui. Vous en foutez, vous les lisez pas? D'accord. Donc voilà. Enfin, ça a fait plaisir à ma mère en tous les cas. Et, euh, et voilà, alors ça c'est vraiment pour rire, c'est vraiment des histoires d'ogres qui reprennent la structure même du conte, on va dire, en utilisant ce personnage connu, mais qui n'est pas tellement assez développé, je trouve, dans la littérature jeunesse, mais qui sont dans des sociétés d'ogres, quoi. Et je vais vous lire un petit extrait, si ça vous dit. Ça vous dit? Ok. Ah, je vous lis la première. Chasseur, ça s'appelle. Il était un temps très ancien, un temps où les hommes n'étaient encore que des enfants. À cette époque vivait une poignée d'ogres dans la forêt du centre du monde. Ces ogres étaient des chasseurs, ils étaient armés jusqu'aux dents, passaient leur temps à lustrer leurs fusils et attendaient impatiemment le dimanche pour aller chasser. Au départ, les ogres tuaient uniquement pour se nourrir, mais un jour, l'un d'entre eux eut l'idée de chasser aussi le mardi, histoire de s'amuser un peu. Il est vrai que dans cette forêt, on s'ennuyait ferme le mardi. En vérité, on s'ennuyait tout le temps. Finalement, la décision fut prise de chasser tous les jours, même le zardredi, qui est un jour qui n'existe plus. Il se passa alors une drôle de chose dans la tête vide des ogres. Un sentiment nouveau apparut. Un sentiment qui se situait entre le plaisir de tuer, le besoin de dominer les choses et la soif de puissance. Tous les matins, à l'aube, ils s'enivraient avec de la mauvaise bière et partaient, crosse calés, canons en visée, barilles chargés et balles en bandoulière, décimer tout ce qui bougeait devant eux. De simples chasseurs, ils étaient devenus assassins sans même s'en rendre compte. Les premiers temps, ils firent de grandes fêtes et de copieux festins avec le gibier abattu, mais rapidement, ils furent rassasiés et laissèrent pourrir les cadavres sur place. Ils massacrèrent tout ce qui avait entre 2 et 8 pattes. Quand ils eurent fini, ils exterminèrent les myriapodes, c'est-à-dire ceux qui avaient entre 10 et 175 paires de pattes. Ils supprimèrent les oiseaux, puis lancèrent des grenades dans les rivières et ou les lacs pour voir comment explosaient les poissons. Tout y passa dans la forêt, si bien qu'un jour, il n'y eut plus un seul animal à tuer. La panique envahit les ogres. Qu'allaient-ils bien pouvoir faire désormais? Ils connurent une semaine de crises d'angoisse et de tremblements dus à leur état de manque, puis décidèrent, un dimanche matin, d'anéantir les hommes. La tâche s'avéra plus facile qu'ils ne l'imaginaient. Ils ne trouvèrent d'ailleurs pas ça très distrayant. À cette époque, nous l'avons dit, les hommes n'étaient que des enfants. Et il est vraiment trop facile de tuer un enfant. À la fin du carnage, un gros ogre, passablement affamé par son génocide, goûta un morceau d'enfant et trouva ça très bon. Ce fut d'ailleurs le début de toutes les légendes. C'est ainsi que les ogres dévorèrent les hommes. Ils finirent par s'endormir sur le tas d'ossements, repus et bienheureux, sans penser une seule seconde qu'ils ne sauraient pas quoi faire le lendemain. Effectivement, le jour suivant, les chasseurs, en plein désœuvrement, errèrent toute la journée au milieu de la forêt jonchée de cadavres. Par chance, l'ogre, qui avait toujours des idées, en eut une nouvelle. « Eh les gars, on n'a qu'à couper les arbres !» Ouais, répondirent les autres. Alors ils allèrent chercher des scies, des haches et des tronçonneuses et commencèrent à décapiter la forêt. Ils déracinèrent les buissons, écrasèrent les fleurs, certains même arrachèrent les brins d'herbe à la pince à épiler. Ce fut très long, mais ils réussirent tout de même à scalper le monde. Tout ce qui ressemblait à un végétal y passa, de fait, tout ce qui était vivant trépassa. Les ogres se retrouvèrent en plein soleil au milieu d'un désert gigantesque, un désert qu'ils avaient fabriqué de leurs mains et de leur fureur imbécile. Ils s'enivrèrent avec un reste de bière tiède et attendirent. Ils attendirent tant que le manque d'alcool et d'action finit par les rendre nerveux et agressifs. Au bout du compte, ce que tout le monde espérait arriva. Excusez-moi. La personne en retard arriva. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Au bout du compte, ce que tout le monde espérait arriva, l'ogre qui avait des idées en eut une dernière. « Eh les gars, si on tuait Jean-Claude ?»« Ouais !» répondirent les autres, y compris Jean-Claude qui n'avait pas bien compris ce qu'on allait faire. Il n'eut d'ailleurs pas le temps de comprendre, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il fut troué comme une passoire, une salve de coups de feu retentit dans les airs, mêlés de rires joyeux. Les ogres étaient contents, car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas abattu quelque chose d'intéressant. Toutefois, à la fin de la pétarade, un autre ogre s'écroula. Certainement qu'un fusil n'avait pas été levé assez haut, une balle perdue, ça arrive. Alors les ogres devinrent méfiants, ils se mirent en joue, les uns les autres, le silence se fit.
Puis un ogre qui ne savait pas trop quoi faire appuya sur la détente, le coup partit, suivi de 1000 autres. Les ogres s'entretuèrent comme des abrutis, c'est ce qu'ils étaient d'ailleurs, des abrutis. Lorsque le calme fut revenu, tout était inerte sur la terre, il ne restait que les cailloux pour la rendre sympathique. Pourtant, dans un trou, un tout petit trou, il y avait encore de la vie. 2 enfants, un garçon et une fille, s'étaient cachés là durant l'extermination des hommes. Ils ne se connaissaient pas, ils étaient tout petits. Le garçon n'avait qu'une dent, alors la fille l'appela Adam. La fille n'avait physiquement rien de particulier, alors le garçon l'appela Ève, parce que Adam et Brigitte, ça sonne quand même moins bien. Ils marchèrent un peu dans le désert, et derrière chacun de leurs pas apparaissaient des petits êtres vivants, microscopiques et unicellulaires, qu'ils appelèrent procaryotes pour rigoler. Tu vois, Ève, la vie reprend toujours le dessus et finit par s'éveiller, dit Adam. C'est vrai, répondit Ève, mais c'est quand même pas une raison pour tout bousiller. Ils étaient contents car ils venaient de prononcer les 2 premières phrases de l'humanité, et en plus, elles rimaient. Et voilà. Ogrus, histoire à digérer. Donc, tout est dans ce ton-là. Hein. Il y a même une histoire où le principe, ça s'appelle l'ogre-orthophoniste, et c'est des ogres qui vont voir l'orthophoniste justement parce que quand ils parlent, ils disent que des insultes. Et, voilà. Et, en fait, il dit que la fin des phrases, les dernières syllabes, et puis en fait, ça forme des vraies insultes. Donc, un vrai plaisir à lire en classe. Hein. Je vous cache pas que des fois j'arrive dans certaines classes et que l'enseignant me dit « Oh, celle-là, je l'ai pas lue quand même à ma classe parce que j'ai déjà du mal à la tenir. » Non, je comprends. Voilà, ça c'est donc Histoire d'ogre, encore autre chose. Des questions jusque-là? Non? C'est bien? Je continue? Je ne peux pas passer non plus l'heure et demie à vous lire des histoires parce que Thomas, après, il voudra plus me réinviter. Il faut qu'il y ait un fond pédagogique, n'est-ce pas? Alors, ça, juste un petit coup, mais vraiment pour le plaisir, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est pour montrer que, du coup, dans ma biblio, il y a vraiment plein de choses différentes. Destinataire non communiqué, c'est édité par l'Atelier du Poisson Soluble, hein, Ogrus, et puis le reste de ma biblio, à part les pièces de théâtre, c'est un petit éditeur qui est basé en Auvergne, mais qui est national, et qui a une production assez éclectique et puis intéressante, qui laisse beaucoup de liberté en tous les cas à leurs auteurs, donc c'est intéressant, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, destinataire non communiqué, c'est un carnet de voyage, ça n'a rien à voir, et pourtant, ils ne font pas véritablement de littérature pour les adultes. Mais ça, c'est un carnet de voyage parce que je suis parti il y a quelques années de cela en voyage pendant 1 an pour faire le tour du monde avec ma femme et mon fils. J'avais qu'un fils à cette époque-là, donc on est parti par là. On arrive à peu près par là, en gros. Et pendant 1 an. Et du coup, pendant cette année de voyage, j'ai écrit des lettres. J'ai écrit des mails en fait à une liste d'amis et puis de familles qui étaient restés en France pour leur donner des nouvelles simplement. En fait, je déteste les carnets de voyage. Je trouve ça assez insupportable à lire déjà une fois. Puis après, ça me dérange qu'on prenne en photo des enfants qui jouent avec des cailloux et puis qu'on ramène ça puis qu'on le vende après dans des salons du livre de bobo. Donc c'est pas un concept qui m'intéressait, mais j'ai envoyé ça quelque chose vraiment naturel à mes potes. Et puis l'éditeur m'a envoyé un mail, il dit pareil que tu envoies des lettres pour raconter ton voyage. Ben, j'ai dit oui, mais pourquoi on les reçoit pas? Ben, j'ai dit t'es ni mon pote ni ma famille, c'est pour ça. Si tu veux, je peux te mettre dedans, mais voilà. Bon, j'y ai envoyé tout simplement. Donc c'est vraiment des choses qui ont été écrites à chaud et puis pas après coup. Et ça s'est passé comme ça naturellement. Et à la fin, quand on est rentré, bah, l'éditeur m'a dit écoute, je crois qu'on va éditer ton carnet de voyage. Et je m'attendais pas du tout à ça. En plus, c'est quelque chose d'assez personnel. Moi, je raconte pas énormément ma vie dans mes livres. J'en utilise une partie, mais c'était vraiment beaucoup me découvrir. Et puis je me suis dit allez, bah pourquoi pas. C'est vrai que c'est un chouette projet. Et puis, il y avait le problème, c'est que c'est vraiment, je m'adressais directement à ma famille, à des gens qui me connaissaient. Donc, il y a des choses qui sont très second degré, mais si on n'a pas la grille de lecture, ça peut être difficile. Hein. C'est comme quand on raconte une blague raciste avec des copains qui sont pas racistes. Ça marche. Mais du coup, s'il y a d'autres gens qui sont là, ça peut prêter à confusion. Mais il m'a dit, écoute, on s'en fout, on part là-dessus. Et puis voilà, donc ça, c'est toutes les histoires de ce tour du monde.
Voilà, destinataires non communiqués. Bon, voilà, les gens qui sont intéressés par le voyage, des choses comme ça, vous pouvez lire ça. Et c'est assez sympathique. Mais bon, ça n'a pas trop... On va passer sur les pièces de théâtre et puis un petit coup après les BD. Et puis après, on reviendra plus sur les questions. Donc, on a vu un album, carnet de voyage, un recueil de contes, un roman. Et ça, c'est une collection donc, qui est chez Syros, l'éditeur Syros. La collection s'appelle Théâtre à jouer. Et ce sont des petites pièces de théâtre. Donc c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement du coup sur cette intervention aujourd'hui. C'est une collection en fait que j'ai inaugurée avec Cathy Itac, qui est notre auteur, qui avait fait un livre qui s'appelait le livre de géographie qui voulait s'endormir, qui voulait voyager avant de s'endormir. Et du coup, moi, c'est le premier livre, j'ai écrit La Manifestation. Le concept était simple, il fallait créer une collection théâtre. Et l'éditeur avait envie justement qu'il y ait une production véritablement axée sur les écoles, avec cette condition que tous les élèves d'une classe puissent avoir un rôle dans la même pièce. Voilà. Donc c'était un gros défi quand même parce qu'on ne peut pas tout écrire. On retrouve énormément de petites scénettes, de choses de théâtre avec un roi, une reine et puis la princesse, des rôles à 3 personnes, 4 personnes où les enfants peuvent jouer, puis chacun fait un petit sketch. Mais là, le concept est complètement différent. Tout le monde doit pouvoir jouer. Alors avec des rôles plus dominants, avec des meneurs qui vont parler un petit peu plus, d'autres qui auront peut-être qu'une ou deux phrases, et puis d'autres qui peuvent être figurants, mais qui vont avoir quand même un vrai rôle dans la pièce. Donc ça, c'est une collection qui a été débutée en 2010, si je me souviens bien. Voilà, maintenant dans la collection, il doit y en avoir... ça, c'est la dernière, il doit y en avoir... il y en a 9. Voilà, il y en a 9 de différents auteurs. Moi, j'en ai 4 dans la collection. Ça, c'est de la commande, hein. C'est vraiment du livre de commande. Les livres que je vous ai présentés avant, c'est vraiment des livres d'auteurs, c'est-à-dire c'est ce que j'ai envie de faire. Je propose à des éditeurs qu'ils refusent ou pas, et puis ça sort. Mais il y a aussi l'autre manière de faire, c'est-à-dire c'est l'éditeur qui contacte l'auteur, qui dit voilà, on voudrait que vous écriviez quelque chose là-dessus. Donc ça, c'est donc un travail de commande. La manifestation, ce sont des enfants qui sont devant une école et qui manifestent parce que l'école est fermée et tous les professeurs ont disparu de partout, du monde, de France. Et du coup, ils manifestent, alors ça commence, ils ont des pancartes on veut des dictées, vive les punitions, j'adore l'histoire géo. Voilà. Donc on commence la scène comme ça, donc c'est assez marrant à mettre en scène. Je l'ai mis en scène plusieurs fois moi dans les écoles avec l'aide d'enseignants. On pourra en parler tout à l'heure. Et ces enfants, ils sont là et puis ils se disent comment ça se fait que les enseignants ont disparu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un complot contre nous pour nous empêcher d'aller à l'école et qu'on reste bête, voire analphabète. Et ils ont peur de se transformer en veau parce qu'il y en a un qui a appris que le cerveau c'était un muscle et si on ne l'utilisait pas, on se transformait en veau. Donc au bout d'un moment, ils se transforment véritablement en veau. C'est très rigolo à mettre en scène et ça met un bon bazar. Et c'est idéal, c'est souvent joué pour les fêtes de fin d'année. Voilà, il y a la classe entière, il y a les parents, il y a les petits qui tournent, qui font une ronde avec du crépon partout qui coule. Ça, on a l'habitude. Et puis après, il y a une pièce de théâtre, voilà, jouée par une classe entière. C'est vraiment axé cycle 3, ça. Hein, c'est quand même. Alors les cycles, on m'a dit que ça avait changé maintenant, cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e, c'est ça. Voilà. À partir du CE2, ça fonctionne, certaines pièces. La manifestation, ça c'est la première. Après, j'ai écrit Cartastrophe, où là, tous les enfants de la classe vont jouer une carte d'un jeu de 52 cartes, donc on peut être 52, en sachant que toutes les cartes ne parlent pas, mais il y a la pioche qui parle à l'unisson. Donc là, c'est pendant une partie de poker. Il y a 2 élèves qui jouent au poker et à chaque fois qu'ils abattent une carte, la carte elle est derrière et puis elle parle vraiment. Et c'est comme une famille. C'est un petit peu plus du boulevard. Il y a le roi de cœur qui cherche sa femme. Il croit qu'il est parti avec le valet de trèfle, etc. C'est vraiment un peu d'initiation, on va dire une vulgarisation du théâtre de boulevard. Et voilà, Cartastrophe. Après.
j'ai écrit celle-là, Terminus, qui est une de mes préférées, mais qui marche le moins bien, comme c'est souvent le cas quand on est auteur, où on donne vraiment beaucoup, on rentre vraiment dans son univers, on repousse nos retranchements le plus loin possible, et puis après, ça rencontre pas forcément le public. Et moi, j'ai découvert le théâtre quand j'étais adolescent avec le théâtre de l'absurde, avec Brecht, avec Ionesco, etc. Et je me suis dit, ça serait bien de faire une vulgarisation justement de ça, essayer d'apporter l'humour absurde comme ça pour des jeunes élèves. Donc Terminus, ce sont c'est un voyage en bus, hein, c'est tout simple. C'est des gens qui rentrent dans un bus et le bus, personne ne sait où il va, même pas le conducteur. Et puis dans le bus, il y a un cambrioleur, une grand-mère, une femme enceinte qui va accoucher, un cosmonaute, un super-héros. Il y a plein de gens comme ça qui discutent entre eux et voilà. Et petit à petit, on va voir, on en reparlera après. Si on a le temps, j'ai apporté un peu des textes que je pourrais vous distribuer pour qu'on puisse faire une sorte d'italienne. Une italienne, c'est une lecture à haute voix du texte, sans jeu, mais seulement en donner le ton. Si on a le temps, on le fera parce que vous verrez, c'est assez amusant. Puis ça vous donnera une idée de comment on peut commencer à mettre en scène, en tous les cas, une pièce de théâtre dans une classe. Donc Terminus. En fait, à la fin, les personnages se rendent compte que le bus il n'existe pas. Il n'y a pas de volant. Il y a une grand-mère qui prend le conducteur a disparu, je ne sais plus pourquoi, et la grand-mère décide de reprendre le bus pour continuer, et il n'y a pas de volant, mais il n'y a même pas d'essuie-glace, il n'y a rien du tout. Alors tout le monde se rend compte qu'il n'y a que des chaises, et il commence à se dire, mais est-ce que ce bus existait vraiment? Est-ce que nous, on existe vraiment? Et un des personnages découvre par terre la pièce de théâtre, une sorte de mise en abîme que moi-même, je n'arrive même plus à comprendre. Et du coup, le personnage qui joue, celui qui trouve la pièce, lit le texte qu'il est en train de dire. Il dit, ah tiens, j'ai dit ça. Puis après, il dit... Donc ça devient très compliqué. C'est pour ça que ça ne marche pas, je crois. Mais ça fait rire, ça me fait rire. Et du coup, il se dit, mince, on est des personnages, on n'est pas des vrais humains, quoi. Alors du coup, il y a un businessman aussi qui est assez horrible. Et puis là, il dit, oh, si ça se trouve, je suis pauvre. Voilà, c'est assez rigolo. Donc tout le monde dit ça. Il y a des policiers. Et puis il décide à la fin de plus être manipulé par des textes. Et puis c'est une ode à la liberté. Et ils décident de descendre dans le public et de quitter leur personnage et de redevenir des enfants, des humains. C'est vraiment dit comme ça, c'est vraiment ma meilleure pièce. On voit tout de suite que ça claque. Mais ça marche pas. Bon, ça marche pas, tant pis. Hein. Bon, à la fois le théâtre, ça ne marche pas. Hein, si on veut vraiment faire quelque chose qui marche pas, s'il y a la poésie aussi. Mais bon, c'est la seule chose que j'ai pas faite encore. Et ça, c'est la dernière qui vient de sortir, qui s'appelle La Chaise. J'ai dit du théâtre chez Syros, mais aussi chez un éditeur espagnol qui s'appelle SM Grupo et qui font en fait, mais je suis publié en français, c'est-à-dire c'est fait pour les élèves qui apprennent le français, et du coup c'est des textes. Et celle-là, elle est éditée des deux côtés, en Espagne et en France. Et La Chaise, là, c'est l'histoire d'une... Je vais vous lire le pitch. Peu de gens le savent, mais notre destin ne tient qu'à une chaise. De l'ère préhistorique au temps des pharaons, chez le roi à la Renaissance, pendant la Révolution, de nos jours, dans les embouteillages ou au bord d'une navette spatiale, redécouvrez l'histoire de l'humanité en 48 pages et une chaise. Donc voilà, là, c'est comme même. Donc là, ça commence effectivement le début du texte. Je vous le fais quand même. J'avais lu une critique sur cette pièce, il y a pas très longtemps, puisqu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, pas mauvaise. Hein. L'avantage en littérature jeunesse, c'est qu'on n'a jamais de très très mauvaises critiques. Il n'y a vraiment pas des gens qui perdent du temps à nous casser complètement. On s'en fout, c'est pour les gamins. Voilà, donc c'est l'avantage. Quand ils sont contents, on a des belles critiques, puis quand ils sont pas contents, au pire, ils n'en parlent pas, ou pas, ils disent intéressant. Voilà. Puis ils mettent 2 étoiles, puis ça passe à un autre. Il n'y a pas d'acharnement comme dans les Inrocks, tu vois, où le mec il a envie vraiment de faire du mal. On sent que c'est un psychopathe, mais qu'il a arrêté de tuer des petits chats, donc il écrit des articles. Donc, et là, je me rappelle dans cette pièce, il y avait marqué oui, intéressant, voilà, des rebondissements, etc. Il disait, mais certaines scènes manquent d'intérêt à la lecture. Alors, je vais vous expliquer, parce que des fois, on a envie de répondre aux gens. Donc, la scène 1, je pense qu'il parle de celle-là, Cro-Magnon 1, apeuré, montrant la chaise aux autres. Oh, oh, oh. C'est le texte. Cro-Magnon 2. Oh, 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 oh. Cro-Magnon 3. Oh, gaga, nonos. Voilà, c'est ça. Forcément, c'est pas très intéressant au niveau de la littérature. C'est le principe, c'est des hommes préhistoriques. Le but, c'est de faire jouer. Et ça, c'est intéressant parce que le théâtre, c'est quelque chose d'un peu tabou. C'est comme la poésie, c'est un peu compliqué. Quand on est dans cet univers-là, on rencontre beaucoup de gens qui écrivent du théâtre et d'autres gens qui écrivent du théâtre.
Vous voyez? Ah, il y a ceux qui écrivent du théâtre. Toi, tu écris du théâtre? Ah non, moi j'écris du théâtre. Ah, ok, d'accord. Donc, ça, c'était voulu au départ. C'est-à-dire, moi aussi, j'aime beaucoup le théâtre contemporain et tout. Mais là, on s'est dit, avant que les élèves tombent directement sur Britannicus comme ça, sans qu'on les prévienne, on va leur proposer quelque chose pour éviter le claquage intellectuel. Et du coup, ce titre qui a été trouvé par l'éditeur est très bien, c'est du théâtre à jouer. C'est pas du théâtre qui s'écoute. C'est pas du théâtre qui fait plaisir avec des grandes tirades. C'est du théâtre à mettre en scène. Et le but de cette collection, c'est qu'il y ait très peu de mise en scène. C'est pas ça qui nous intéresse. Qu'il y ait très peu de décors et d'accessoires. Ça aussi, il faut que ça fonctionne. Il faut que les enfants d'une classe puissent prendre ce petit livre. C'est des tout petits livres exprès. Hein, ils sont à 3 euros pour justement qu'une classe puisse en acheter plusieurs exemplaires et puis que les gamins puissent avoir chacun leur livre, la noter, etc. s'ils veulent le garder, hein, si c'est donné à la fin ou le laisser dans la classe. Et du coup, c'est vraiment, ils doivent s'approprier très rapidement les personnages, la scène, comprendre tout de suite comment que ça se met en place, en scène, pour que justement les amener à être à pas avoir cette barrière avec le théâtre. On se dit, ah, faut apprendre un texte, c'est compliqué, il faut jouer un personnage. Là, c'est facile, la manifestation, c'était la première, ils se jouent eux-mêmes, ils jouent des élèves. Donc, là, dans Cartastrophe, c'est simple aussi parce que tu as des cartes. Donc, tu es ton propre personnage, tu sais que tu es de le trèfle, tu es le roi de cœur. Les personnages sont un peu caricaturaux, c'est facile. Terminus aussi, quand tu es cosmonaute ou que tu es un cambrioleur ou un businessman, c'est assez facile pour les enfants. Dans la chaise, c'est la même chose. C'était très important en fait pour nous dans cette collection que on puisse que cette pièce finalement, elle puisse être montée en fond de classe avec ceux qui ont fini et puis que l'enseignant il arrive seulement à la fin et puis qu'ils ont appris leur texte parce qu'il y a que quelques petites phrases et puis qu'ils s'amusent à jouer. Parce que s'amuser à jouer du théâtre, c'est quelque chose, c'est le premier pas à faire hein, avant d'en lire, avant de le comprendre, avant d'essayer de voir comment c'est fabriqué, quels sont les tenants, les aboutissants, à quoi ça peut servir bien au niveau pédagogique dans une classe. Au départ, il faut quand même s'amuser avec et voir que c'est jouer des rôles simplement, que c'est prendre la parole en public, c'est être soi-même mais un petit peu quelqu'un d'autre. Voilà, il y a des tas de choses qui sont très intéressantes là-dessus. Et puis, ça permet aussi de renverser beaucoup au niveau du microcosme d'une classe, de renverser des rôles d'élèves. C'est intéressant parce que quand je monte ces pièces dans une classe, avec l'enseignant, il me dit ah bah ce rôle-là, faut le donner à Mathilde et puis l'autre à Kevin, etc. Et puis moi j'ai fait quelques petites tests avec eux, puis on est souvent pas très d'accord parce qu'on se dit ah bah non, je pense que Mathilde faudrait qu'elle fasse ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a une vision plus pragmatique, c'est-à-dire par rapport au scolaire hein, de l'enseignant, c'est normal, hein, c'est lui qui sait, il les connaît quand même mieux que moi. Et puis après, moi, j'ai un regard extérieur vers des gamins qui ont des compétences, qui n'ont peut-être pas la compétence de s'enquiller un gros texte, mais qui vont avoir une facilité à jouer certains rôles. Et ça, c'est intéressant de travailler comme ça, parce que c'est deux regards différents. On trouve un compromis dans une sorte de casting, et puis après, les élèves peuvent jouer ensemble et puis trouver une autre place. C'est souvent très enrichissant pour le groupe classe, en fait, on s'est rendu compte. Voilà, des petites questions sur ces pièces de théâtre? Non, ça va pour l'instant? Allez, je finis vite parce que là, je parle sans arrêt et puis il y aura plus de questions. Mais à la fois, si je suis très clair, il n'y aura pas de questions. Hein. Voilà, ça va. Et on finit. La biblio, je ne vous ai pas tout emmené, hein, mais ce qui était vraiment le plus intéressant pour vous, avec une collection de bandes dessinées, parce que du coup je suis scénariste aussi de BD. Les illustrations sont faites par Julie Ricosset, et moi je m'occupe du scénario. Et cette collection de bandes dessinées, qui s'appelle les MMI, les Mystérieux Mystères Insolubles, est une collection un peu particulière, puisqu'elle mêle BD et documentaire. On peut voir en dessous qu'il y a une bande documentaire qu'on retrouve quasiment sur toutes les pages.
et qui explique ce qui se passe au-dessus. Le principe, il est simple, c'est une bande d'enquêteurs qui essayent de mener des enquêtes. Ils essayent parce qu'ils sont complètement nuls. D'ailleurs, les énigmes sont nulles aussi. Je peux vous le dire, c'est moi qui les ai écrites. Et c'est voulu, hein, c'est fait exprès. Et en fait, tous les lieux qu'ils vont traverser sont des lieux véritablement existants. Et du coup, en dessous, il y a cette bande pédagogique un petit peu qui explique tout ce qu'il y a autour du patrimoine, de l'histoire, des lieux qui sont traversés. Le projet, c'est pareil, c'est une commande aussi, mais c'est toujours avec l'atelier du poisson soluble. Le projet a été initié par la direction de l'inventaire du patrimoine et ils ont décidé de se focaliser sur le patrimoine de la région centre, parce qu'il est extrêmement riche en patrimoine national, hein, les châteaux de la Loire, etc. et compagnie. Et à chaque fois, on retrouve une bande dessinée qui est sur un thème différent, donc une énigme différente et un thème différent. Voilà. L'énigme du trou siffleur, ça se passe dans le Chinonais, sur les habitations troglodytiques. On parle aussi de Rabelais, de Gargantua. Hop, là on a à la poursuite de la gigantesque lamproie géante, où on parle plutôt de tout ce qui est les canaux, le pont canal, comment marchent les écluses, etc., où tout est expliqué. Et on retrouve aussi nos enquêteurs. Je vous les fais tous parce que j'adore les titres. La malédiction du maléfice maudit. J'ai été maudit après ça par les libraires, hein, qui doivent rentrer ça dans leur ordinateur, ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'on a encore? Le mystère du château disparu, hein, qui est suivi de... elles se lisent toutes indépendamment, mais celle-là, c'est en 2 tomes, Peu peur sur la vie ville. Et on a aussi Le risque du péril dangereux, qui était censé être le dernier album où j'ai tué tous les personnages à la fin. Voilà. Ça, c'est l'atelier du poisson soluble. C'est l'éditeur, tu dis, est-ce que je peux tuer? Tu demandes avant. Hein. C'est comme, est-ce que je dois mettre les patins quand tu vas chez ta grand-mère? Il y a deux, trois trucs de politesse, tu demandes à l'éditeur avant, est-ce que je peux tuer tous les personnages? Oh, il lui fait ce que tu veux, c'est le dernier album, donc voilà, je les ai tous tués. Ça fait du bien. J'ai vécu 4 ans avec eux non-stop, hein, plus qu'avec ma famille, et j'ai eu besoin de faire du mal. Et, non, mais je les ai tués d'une manière... il y a 2 façons de mourir, hein, comme un con ou avec panache. Et là, il meurt avec panache. Donc, à chaque fois, ça revisite aussi. Là, il y a des extraterrestres, il y a des fantômes, etc. J'essaye de revisiter un genre. Et là, à la fin, je vais vous dire comment il meurt, parce que on s'en fout, parce que c'est pour la blague, mais je vais vous les présenter avant, parce que ça vaut le coup. Donc, les enquêteurs, on retrouve toujours les mêmes. Il y a le professeur Klutsch, qui est spécialiste en mystères mystérieux. Donc, il y a une fac quelque part, certainement, de mystères mystérieux. Genre, pourquoi la tartine, elle tombe tout le temps du côté confiture? C'est lui qui sait pourquoi. Il est accompagné de Jean-Claude. Alors, j'ai toujours un Jean-Claude, hein, dans mes livres, je ne sais pas pourquoi. Je suis en thérapie depuis 5 ans, je vais bientôt le savoir, je pense. J'ai toujours quelqu'un qui est trop gros et puis qui s'appelle Jean-Claude. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Jean-Claude, son canari domestique, qui fait 53 kilos, qui est trop pour un canari, et parce qu'il mange beaucoup de pator, la pâte à tartiner qui rend plus gros, mais aussi... Voilà, vous connaissez, je vois. Donc c'est le costaud de la bande, complètement crétin. Ils sont accompagnés d'un chat très très intelligent qui s'appelle Laptop. Et il est très intelligent parce qu'un jour il a mangé une souris d'ordinateur. Il a merdé, tout Wikipédia est rentré en lui. Du coup il est omniscient et un peu omniscient aussi. Et ces personnages se promènent... dans une locomotive qui vole, qui va sous la mer, qui est complètement extraordinaire, mais qu'en marche arrière parce que la marche avant est cassée, et qui est conduite par une mouche qui s'appelle John, et qui parle en mouchien, c'est-à-dire bzz, 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 bzz. Ça veut dire il fait beau à Douai. Et voilà, donc de temps en temps c'est traduit, le mot chien, mais pas toujours. Et cette organisation très spéciale, on m'a dit, il faut que... Entrez. Pardon. Il n'y a pas de mal. On m'a dit, il faut que j'utilise le tableau au moins une fois, donc je vais le faire. Cette organisation, ces enquêteurs travaillent pour une organisation très spéciale qui s'appelle la ZISMPC. Voilà, et qui veut dire Organisation internationale et secrète des enfants qui en ont marre d'être pris pour des imbéciles, mais il y a une faute de frappe à la fin. Voilà. Donc, l'avantage, des fois, quand on est auteur, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Donc là, ma maman, elle n'était pas très fière. Par contre, quand j'ai dit qu'Augrus était sélectionné par l'Éducation nationale, là, c'était mieux. Voilà. Alors, j'essaye d'alterner pour passer de bons Noëls. Et donc, voilà, c'est tous ces petits personnages. Et à la fin,
Je vous le dirai après. Je les tue tous, mais manque de Paul, ça a marché. C'est bien la première fois que je faisais un truc qui marchait. On m'a dit, il faut ressortir un livre. Alors, du coup, on a sorti un 7e opus, il y en avait 6 de prévu, qui s'appelle La terrible crue cruelle, et qui parle de tout le Val-de-Loire en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Et du coup, j'étais bien embêté parce qu'ils étaient morts. Alors, j'ai fait ce que tous les scénaristes du monde, surtout d'Hollywood, font quand ils n'ont plus d'idées, ce qu'on appelle un préquel, c'est-à-dire l'histoire qui se passe avant et qui sort après. C'est pour ça qu'on peut encore voir Wolverine au bout de la 10e fois, parce que tu sais, la jeunesse de Wolverine, les enfants de Wolverine, au moment où ils ont conçu Wolverine, on n'en peut plus. Et donc j'ai fait ça. Donc ça, c'est en fait la dernière BD, mais c'est la toute première où les personnages ne se connaissent pas encore et on apprend, comment ils ont fait pour se rencontrer. Et j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait une valise qui parlait, dans laquelle on trouve absolument tout ce qu'on a besoin, sauf que c'est jamais ce qu'on a besoin. Et je vais vous lire un petit extrait, parce qu'il y a longtemps que je ne vous ai pas lu un extrait, à la poursuite de la gigantesque empereur géante. Voilà. Sur un canal près de la Loire, par une nuit belle et silencieuse, résonne un léger clapotis. Alors là, on voit la barque, le pêcheur, très bien, la lune. Et puis là, il dort, on voit qu'il dort dans sa barque. La lune, comme un miroir brisé, étend sur l'eau ses 1000 diamants qui semblent s'éloigner au gré des courants vers le delta de leur destin. Après, il y a un plan sur un petit bocal avec un asticot, et là, il est marqué « Seul, dans son bocal, l'appât à pâte attend d'appâter en s'empâtant sans empathie. » C'est épatant, il dit. Je vais vous le refaire, c'est la deuxième fois, c'est mieux. Seul, dans son bocal, l'appât à pâte attend d'appâter en s'empâtant sans empathie. C'est épatant. Et là, on voit tout l'intérêt pédagogique qu'on peut utiliser dans une classe avec des BD de cette qualité. Et après, le narrateur dit, c'est pas pour dire, mais une qualité littéraire de ce niveau-là, ça se trouve pas dans n'importe quelle BD, non? En bref, c'est la nuit, un pêcheur roupie, et tout le monde s'en fout. Lorsque brusquement, ou soudain, ou tout à coup, si tu préfères, poc, ça tape sous la barque. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Repoc. Par tous les diables, j'espère que ce n'est pas. Et là, on voit une grosse bête qui arrive. C'est elle, je suis perdu. Blam. Ah, à moi. Alors, on voit le personnage qui se noie. Misère, il se noie, il va couler, ça ne va pas être beau à voir. Ses poumons vont se remplir d'eau et de vase, puis il dérivera des jours entiers, gonflant progressivement, jusqu'à ce que de petits crustacés viennent lui manger les yeux. Quand on le repêchera, même Monique, sa femme, qui pourtant est physionomiste, ne pourra le reconnaître. À moins que... À moins qu'une main salvatrice vienne le sortir de là. Et on voit Jean-Claude qui attrape le pêcheur, qui le remonte sur la loco qui flotte. Alors on fait trempette, il lui dit Clutch. Et qui êtes-vous? Je m'appelle Clutch, professeur Clutch. Et voici Laptop, mon chat savant. Enchanté, lui fait. Ainsi que John, notre chauffeur, et ma valise. Bzz, bzz, bzz. À votre service. Et bien sûr Jean-Claude, mon canari. Salut mec, un petit coup de pator pour te requinquer? Il a vraiment un problème avec le pator. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes en mission pour la ZISMPC, les organisations internationales et secrètes des enfants qui en ont marre d'être pris pour des imbéciles. Il n'y aurait pas comme une faute de frappe à la fin? Non, je crois pas. Nous sommes là pour nous occuper du mystérieux mystère, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Vous venez pour là, pour là. Et là, on voit cette grande illustration faite par Julie Ricosset avec une affiche un petit peu vintage, où une aventure palpitante et extraordinaire, Clutch contre la gigantesque lampe géante de Greg Cogjean et Julie Ricosset. Et il y a le chat et Jean-Claude et la valise qui regardent l'affiche, et Jean-Claude il dit « Elle est bien belle cette affiche, mais la prochaine fois, il faudra mettre le nom des auteurs en un peu plus gros parce qu'ils se donnent du mal quand même. » Voilà, c'est le début de cette BD. Et alors, c'est tout le début, et puis je vous fais la fin quand même. Comme ça, vous n'aurez pas acheté la collection. Bon, là, je vous passe tous les extraterrestres. Ils se font complètement écraser par... ça, c'est sur la cathédrale de Chartres. On va parler un petit peu de la bande documentaire. Donc là, on apprend vraiment tout ce qu'il faut savoir sur l'architecture gothique, etc., sur les cathédrales, comment ça s'est passé. Cette bande documentaire, elle a été réalisée par donc, les chercheurs de la direction de l'inventaire du patrimoine. Et puis, du coup, nous, on a rajouté quand même des petites blagues, les personnages qui revenaient pour que les gamins... L'idée, c'était vraiment d'essayer d'emmener les enfants à chaque fois dans la bande documentaire, parce qu'il y a des blagues déjà, et puis cette BD peut se lire complètement la partie fiction en entier, ou on peut la lire comme ça, parce qu'à chaque fois, vraiment, il y a la correspondance. C'était pas facile, mais on est libre, on peut la lire comme ça, comme on veut. C'est vraiment, il y a plusieurs entrées, c'est ça qui nous semblait intéressant, plutôt que le petit fascicule à la fin, que personne ne lit jamais, on le sait très bien, alors on ne sait pas pourquoi on en rajoute. Donc voilà, ça parle aussi beaucoup des vitraux. On apprend qu'en fait, un vitrail se lit de bas en haut,
et de gauche à droite, si je me souviens bien. Non, de droite à gauche, mais de bas en haut, c'est-à-dire comme ça, tac, 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 tac. C'est toujours comme ça. Hein. On part du sol, on part du mécréant, du rien du tout, puis on va vers le divin. Hein. C'est le principe des vitraux. Donc on apprend plein de choses là-dessus qui sont assez intéressantes pour nous en tant qu'adultes, et puis aussi on a essayé, c'est vendu pour du 8-12 à peu près, hein, à partir de 8-9 ans pour la partie fiction, puis après comme c'est un peu plus pointu, la documentation, ça va jusqu'à du 12 ans, puis après plus grand bien sûr. Et donc ils se font écraser à la fin par par un chapitre qui leur tombe dessus là, et donc voilà, comme je dis, ils meurent quand même avec panache, et on les retrouve donc plus de décor, plus rien. Ils sont là, et épilogue. Mince, qu'est-ce qui s'est passé, il dit Clutch. Et Jean-Claude, il fait, il n'y aurait pas comme un truc qui a fait mal à la tête, là? Et le chat, il dit, je voudrais pas vous alarmer, mais je crois bien qu'on est mort. Comment ça, mort? Bah, plus trop en vie, si tu préfères. On peut même carrément dire décédé. Alors, Jean-Claude dit, oh, purée de patate, on me prévient jamais de rien, moi. Désolé, mon gros, il dit le chat, mais une mort brutale, ça s'organise pas comme un rendez-vous chez le dentiste. Alors, la mouche, elle fait bzz, 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 bzz. Et c'est traduit en dessous, je me rappelle même plus. C'est traduit en dessous. Mince, même pas d'aile en plume, quelle arnaque. Bon, passons. Oui, j'ai eu des problèmes, hein, parce qu'il y avait un patrimoine religieux, et du coup, comme je suis anticlérical primaire, du coup, j'ai mis plein de trucs dedans, et j'ai été censuré. Mais j'ai fait exprès. J'ai mis vraiment des trucs horribles. À un moment donné, il y a le voile de la Vierge, et Jean-Claude, il se mouche dedans. Je savais que ça passerait pas. Mais à côté, j'ai mis d'autres trucs que je voulais qu'ils passent, mais qui m'auraient censuré, mais je les ai arnaqués, mais vraiment bien, quoi. Je suis assez fier. Mais c'était la 6e, hein, j'avais pris l'habitude, hein, on m'avait déjà empêché de faire beaucoup de choses. Ça fait partie de ça, le métier d'auteur. Et alors là, Clutch, il fait les amis, je crois qu'on tient une chance qu'on ne rencontrera pas 2 fois, si je puis dire. Aïe, la valise, elle dit, quand Clutch reste optimiste dans des situations catastrophiques, c'est jamais bon pour nous. Maintenant que nous avons la certitude que la vie extraterrestre existe, c'était le propos du livre, ouais, je propose que nous répondions à cette ultime question que jamais la 6e PC n'a osé se poser. Est-ce que Dieu existe? Allez-y dans la laïcité, là, dans les classes. Allez-y, ça va bien se passer avec les parents. Et Jean-Claude, il dit, c'est tout. Quand même, c'est pas rien. Moi, je pensais que tu allais plutôt dire où c'est qu'on peut trouver du pator quand on est mort. Et le chat, il fait, c'est fou, même mort, tu restes lourdingue, Jean-Claude. Et la valise sort cette dernière blague ultime que je n'avais pas fait pendant 6 albums. Et elle dit, à la fois, il a pas tort. J'avais jamais osé la faire avant. Hein. Là, je me suis dit, c'est la dernière page, il faut que j'y aille. Et là, Clutch, il fait, même quand on va quand même pas finir sur un jeu de mots aussi médiocre. Et la valise dit, je pense qu'il faut assumer notre nullitude jusqu'au bout. Et on les voit partir comme ça, vers rien du tout. Et puis la valise, elle dit, sinon, on risque de décevoir nos lecteurs. Et voilà, ça s'arrête comme ça. La collection des MMI, les mystérieux mystères insolubles. Voilà, alors c'est une collection qui est du coup pas mal exploitée en région centre parce que c'est leur patrimoine direct, mais aussi je fais beaucoup d'interventions aussi dans d'autres régions, hein, un petit peu partout parce que voilà, là c'est sur les châteaux de la Loire, Chambord, etc., François Ier et compagnie. Donc ça fait pas mal de petites choses qui sont intéressantes. Tout ça, bien sûr, c'est des sortes de petits fils qu'on peut tirer dans une classe que l'enseignant peut utiliser pour rebondir sur quelque chose ou pour avoir une illustration directe d'un propos, de quelque chose qu'elle serait en train de faire et avoir une espèce de petite récréation intellectuelle, on va dire, et qui peut être intéressante, surtout quand ils ont la possibilité de faire venir un auteur. Parce qu'on pourra parler de ça aussi s'il nous reste un petit peu de temps, puisque ça se fait de plus en plus. Si on a la chance ou si on a envie de faire venir un auteur, comment que ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Qu'est-ce qu'on prépare? Comment que ça peut jouer pour que ça soit intéressant? Et pour finir, tout à la fin, celle-là, elle vient de sortir, elle a 10 jours, 15 jours. Je l'ai amenée aussi parce qu'elle peut être intéressante pour vous. À la poursuite du Nurk-Nurk, c'est aussi une bande dessinée qui est illustrée par Juliette Barbanègre cette fois. C'est pas la même que Julie Ricossi, bien sûr. Et du coup, ça, ce sont des petits personnages, gars et lune, préhistoriques, enfin ils vivent dans une époque un peu préhistorique et qui décident d'attraper un Nurk-Nurk pour le manger. Parce que c'est très bon, le Nurk-Nurk. C'est une espèce de grosse pintade avec des défenses comme ça. Et en fait, le Nurk-Nurk, il rentre dans la grotte du temps
Et c'est interdit d'aller dans la grotte du temps parce que le chaman, il est rentré une fois, il est ressorti complètement fou et il dit dans la grotte du temps, on peut se retrouver complètement avalé par le futur, comme il parle, parce qu'il parle pas très très bien du coup. Hein. Et du coup, ils ont tellement faim qu'ils décident de rentrer quand même et ils vont être projetés effectivement dans toutes les époques enfin une bonne partie des époques de l'humanité. Donc là, on les voit en Égypte. Hop, et directement, ils tombent chez les Grecs, la muraille de Chine, etc. Et toujours à la poursuite du Niurk avec le Ryukiki, qui est un espèce de petit chien. Ils tombent là sur Vercingétorix et César. Et voilà, c'est prétexte à blague et aussi à traverser. Là, c'est parfait pour la frise chronologique en quelque sorte. Hein, c'est pas mal là-dessus. Et puis il y a 2-3 blagues qui passent aussi de temps en temps. On les voit, il leur arrivait plein d'aventures et à un moment donné, il marche et il dit alors que l'une se demande jusqu'où peut bien aller le futur, Gars, quant à lui, reste sur ses gardes. Il trouve l'endroit étrangement calme. Alors on les voit avancer, mais après tout, pourquoi pas? Dans la vie, il ne peut pas toujours se passer des choses importantes et on les voit passer. Il y a la crucifixion juste derrière. Ah, super fier de ça aussi. Je pense que juste sur cette case, cette BD valait le coup d'exister. Voilà, après on se retrouve plutôt l'an 1000, les chevaliers, et puis hop, on tombe sur Christophe Colomb, les Aztèques, etc. Et ils vont aller très très loin, Napoléon, ils vont aller jusque dans l'espace, et même en fait dans le futur. Dans un futur pas très sympathique, extrêmement pollué. Et puis à la fin, ça je vous raconte pas, mais il y a une espèce de pirouette qui nous explique qu'en fait on n'est pas véritablement dans la grotte du temps, c'est autre chose, c'est un autre concept. Donc voilà, il y a une chute un peu particulière. Et il y a une mini bande documentaire aussi parce que ce livre il a été réalisé avec les collections du musée Crozatier qui se trouve au Puy-en-Velay. Voilà. Mais il fonctionne pour n'importe quel musée. Voilà, c'est un principe, c'était une petite histoire aussi pour parler des musées. Voilà, à la poursuite du Niurk. Et ça, c'est ce qui vient de sortir. C'est tout neuf, c'est tout beau. Je l'embrasse encore des fois. C'est comme des bébés. On les embrasse, puis après on en a marre. Mais...